Chaque parole renferme en elle la personne qui l'a prononcée, la situation dans laquelle elle est prononcée et la raison qui veut que l'on prononce. Donc ça veut dire que ce soir on va justement parler de Pablo Neruda et de Lorca, qui sont des écrivains engagés. Et donc on va voir qu'il est très difficile de traduire des gens qui sont engagés parce que leur personnalité est comprise à l'intérieur des mots qu'ils expriment. Mais je pense qu'il faut se concentrer tout d'abord sur l'ambivalence qui habite la traduction. La traduction, alors ça c'est très personnel, selon moi, ce n'est pas une discipline. On ne peut pas parler de discipline, puisqu'une discipline appelle des règles strictes. Pour moi et pour bon nombre de penseurs, la traduction est avant tout une expérience, mais une expérience qui est ambivalente. Elle est ambivalente tout d'abord dans sa pratique, mais aussi dans son éthique. Pourquoi est-ce qu'elle est ambivalente dans sa pratique? Alors, chaque personne qui a traduit un texte un jour ou qui a lu des ouvrages de traductologie aura pu constater qu'à aucun moment on ne pose un mode de traduire en particulier. À aucun moment on dit voilà, c'est tel type de traduction qu'il faut privilégier. Au contraire, on est toujours tiraillé entre la traduction dite littéraire et la traduction dite littérale. Et on a comme ça, si on observe certains auteurs, certains penseurs, on s'aperçoit qu'il y a toute une déclinaison de cette opposition entre la traduction littéraire et la traduction littérale. Alors souvent, on va parler de l'opposition entre le sens et la lettre. On va parler également de l'opposition entre le fond et la forme, comme on l'a dit, le littéraire et le littéral. Et j'ai découvert un penseur des années 80-90, un Français, Antoine Berman, décédé depuis. Antoine Berman, lui, a théorisé cette opposition et a su rendre compte de la réalité de cette ambivalence. Lui, il n'a pas parlé d'une seule opposition entre le sens et la lettre, mais il a su parler d'une opposition entre une traduction de type hypertextuel et une traduction de type ethnocentrique. Alors ces deux notions sont très importantes et reflètent réellement la réalité. Pourquoi? La notion d'hypertextualité, il l'emprunte en fait au narratologue français Gérard Genette. Et l'hypertextualité, ça décrit une relation entre deux textes, entre un texte A, qui est le texte source, et un texte B, postérieur, engendré à partir du texte A. Donc Antoine Berman se fonde réellement sur quelque chose qui existe, sur des concepts établis par les narratologues pour envisager la traduction. Il la place dans cette perspective. Par opposition à cette traduction hypertextuelle, donc que l'on associe forcément à la traduction une traduction qui se concentrerait plutôt sur la forme, il oppose à cette traduction l'autre type, la traduction de type ethnocentrique. Il va l'appeler ethnocentrique. Pourquoi? Parce que plutôt que de parler uniquement d'une concentration de l'auteur sur le sens, il va prendre en considération toute la dimension culturelle du texte, comme l'indique le nom, ethnocentrique, qui rapporte tout à sa propre culture. Donc on voit qu'au sein même de la traduction, dans sa pratique déjà, il y a une ambivalence qui est très forte et qui méritait d'être expliquée, c'est le cas aujourd'hui. Au-delà de cette ambivalence pratique, il y a également dans la traduction une ambivalence qui toucherait plutôt à l'éthique. C'est là qu'on va parler de l'impossibilité de traduire. Souvent, quand on observe encore une fois les auteurs, les penseurs, eh bien on se rend compte que les auteurs, que les penseurs se demandent si on peut traduire. On a souvent parlé de l'impossibilité de la traduction, mais il est vrai que cette impossibilité rejoint généralement
un aspect assez technique de la traduction. C'est-à-dire que cette impossibilité, généralement, elle est associée soit au type de texte, en l'occurrence la poésie. Souvent, on se rend compte que la poésie pose d'immenses problèmes aux traducteurs, puisqu'on ne sait pas s'il faut rendre compte vraiment du sens ou s'il faut se concentrer plutôt sur la forme. Mais on a aussi une impossibilité qui est liée à la dimension culturelle, ainsi qu'au système linguistique. C'est ce que définit notamment Umberto Eco quand il parle de l'incommensurabilité des systèmes entre eux. Donc on présuppose déjà d'une impossibilité de la traduction liée à sa pratique. Alors on pourrait développer, on pourrait citer tout un tas de penseurs qui se sont focalisés sur le côté technique de la traduction dès lors qu'il parlait de son impossibilité. On pourrait citer Nida, qui disait tout ce qui peut être dit dans une langue peut être dit dans une autre langue, sauf si la forme est un élément essentiel du message. Donc on voit que Nida prend quand même certaines précautions. Alors il n'affirme pas que la traduction est impossible, mais quand même, il balise un petit peu son propos. Alors plutôt que de faire un exposé sur les penseurs et autres philologues qui ont réfléchi sur l'impossibilité liée à la technique, j'ai préféré aujourd'hui évoquer le cas d'un philologue français qui n'est pas forcément très connu, qui s'appelle Georges Mounin, qui a rédigé ses textes dans les années 50 et 60, mais lui a proposé une autre approche de l'impossibilité, sur la question de l'impossibilité. Il s'est interrogé différemment. Alors il a écrit quelques ouvrages sur la traduction, notamment un appelé Les Belles Infidèles. Et d'emblée, le premier chapitre de son ouvrage était intitulé « La traduction est-elle possible ?» Donc on voit bien que d'emblée, la question se pose, la traduction est-elle possible? Mais à la différence des autres penseurs et des autres auteurs, Georges Mounin ne va pas se concentrer sur les types de textes, sur les détails techniques, ne va pas se concentrer sur la pratique même de la traduction pour interroger la possibilité. Il va s'intéresser, il va prendre les choses sous un autre angle. Sous un autre angle, il va dresser un constat qui est tout à fait original et tout à fait intéressant. Il va se rendre compte que les personnes qui théorisent la traduction et qui la pensent impossible ne sont pas des traducteurs, et qu'à l'inverse, les traducteurs, ceux qui pratiquent la traduction, ceux qui la rendent possible, eux ne la pensent pas. Eux ne la théorisent pas. Et c'est cette confrontation de ces deux populations, il va parler de population, il va parler des prolétaires de la traduction, pour parler des traducteurs, de cette confrontation va naître, selon Georges Mounin, une attitude intellectuelle qu'il va appeler l'objection préjudicielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'objection préjudicielle? C'est une espèce de barrière mentale, pour dire les choses simplement, qui fait que le traducteur, avant même de commencer son texte, va se mettre en tête que son travail est de toute façon impossible. Et là, Georges Mounin se rend compte qu'il y a un véritable paradoxe, parce qu'on présuppose de l'impossibilité de cette tâche, mais finalement, on la fait quand même. Et il pose d'ailleurs une question très pertinente. Quelle autre action du quotidien, quelle autre action génère ce type d'interrogation? Est-ce qu'à un moment dans la vie, on effectue une tâche en se demandant si elle est possible? Non. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la traduction. Donc Georges Mounin insiste lui aussi sur ce paradoxe, sur l'ambivalence et sur le paradoxe de la traduction. On la pense impossible, cependant, on traduit quand même. C'est là qu'on en vient à la nécessité de la traduction. C'est vrai qu'on traduit quand même, et à plus forte raison aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Et depuis quelques dizaines d'années, on constate une circulation entre les pays, entre les cultures, une circulation accrue. Les textes voyagent
voyagent de l'Italie vers l'Allemagne, ils peuvent voyager vers la Chine. On a comme ça toute une sorte d'échange qui n'était pas prévisible au départ. C'est-à-dire qu'on sort de certains carcans, on sort de la prédominance de l'anglais, et les microcultures s'affirment finalement en s'échangeant les unes avec les autres. Et ce marché mondial de la traduction, ce marché mondial du livre, a été étudié par deux auteurs. Alors la sociologue Gisèle Sapiro, qui s'est intéressée de très près au marché mondial du livre, au milieu de l'édition. Gisèle Sapiro donc, a rendu compte de l'émergence de ces microcultures et de ces échanges entre les microcultures. Et on a aussi l'excellent ouvrage de Pascal Casanova, La République mondiale des lettres. Pascal Casanova rend compte justement aussi de cette littérature mondiale à travers l'histoire. Et quand on observe les choses sous cet angle, eh bien on se rend compte que la traduction, ici, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est le vecteur de ces échanges. C'est parce qu'il y a la traduction que ces cultures existent et que les littératures peuvent aujourd'hui circuler. Alors, forcément, on va se poser la question qui est certainement insoluble, mais qu'est-ce qu'on fait? Si la traduction est impossible et qu'elle est nécessaire, oui, on est face à un paradoxe, mais que faut-il faire? Alors, évidemment, je n'aurai pas la prétention de proposer une solution miracle. Alors, néanmoins, dans mes travaux universitaires, j'ai envisagé quelques hypothèses, quelques pistes. Et à mon sens, il faudrait certainement repenser les modes de traduire, repenser la traduction. Alors, repenser la traduction, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la ramener à sa fonction première, dépasser la recherche de l'équivalence, la recherche systématique de l'équivalence, la recherche de l'absolu, la recherche de la symétrie. Non, il faut revenir au fondement même de la traduction, à ce qu'on appelait la translatio. La traduction, ça doit être un transfert qui doit permettre à des éléments, qui doit permettre à des messages de circuler et d'une culture à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre. Donc, repenser la traduction, ça signifie la libérer de ses chaînes et ramener le traducteur à une fonction peut-être un peu plus noble que celle qu'il occupe actuellement, à savoir une fonction d'exégète. Voilà, je vous remercie. Antonio Torres Heredia, héros y nieto de Camborios, con una barra de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y carboso. Sus empavanados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino, cortó limones redondo y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, barró las ramas de un olmo, guarda civil caminera, lo lievo, codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgaba a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan en la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, héroe nieto de Camborio, viene sin barra de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamara Camborio, hubieras echado una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres héroe de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tirando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo. Mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo.
mientras el cielo reluce como la ropa de un potro. Je vous lis la traduction. Capture d'Antonito El Camborio sur le chemin de Séville. Antonio Torres Heredia, fils et petit-fils de Camborio, avec sa badine de jonc, va voir les taureaux à Séville. Teint sombre de lune verte, il marche, magnifique et lent. Entre ses yeux étincellent ses boucles de métal bleu. À la mi-temps du chemin, il coupe des citrons tout ronds et les jeta dans l'eau jusqu'à les changer en or. Et à la mi-temps du chemin, sous le feuillage d'un orme, la garde civile montante l'emmène au coude à coude. Le jour s'en va lentement. L'après-midi sur l'épaule, avec un long coup de cape sur la mer et les ruisseaux, les olives se concertent pour la nuit du Capricorne. Une courte brise équestre saute les coteaux de plomb. Antonio Torres Heredia, fils et petit-fils de Camborios, sans sa badine de jonc, marche entre les cinq tricornes. Antonio, qu'es-tu donc? Si tu t'appelais Camborio, tu ferais une fontaine de sang avec 5 ruisseaux. Tu n'es le fils de personne, ni vrai Camborio qui vaille. C'en est fini les gitans marchant seuls par la montagne. Ne reste que les vieux couteaux qui tremblent sous la poussière. À 9h du soir, on le conduit au cachot, pendant que les gardes civils boivent tous de la limonade. Et à 9h du soir, on verrouille le cachot, pendant que le ciel reluit comme la croix